Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 102. Aujourd'hui, nous allons voir la psychologie fondamentale. Alors, cette discipline a malheureusement disparu avec les guerres d'église de la psychologie. Nous pouvons le regretter car elle est pour moi le lien entre la philosophie et la psychologie et nous allons voir pourquoi. Alors, la première personne à avoir parlé de psychologie fondamentale est Mène de Biran dans ses écrits Science des faits intérieurs, à travers les facultés actives qui constituent l'être intelligent et moral. Alors, nous discernons là deux approches, deux courants de pensée qui peuvent en faire qu'une en réalité, la philosophie et la psychologie. Alors, j'ai pour habitude de dire que la philosophie est le grand-père de la psychologie. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, aussi, je rendrai hommage dans cette vidéo à un grand monsieur dont j'ai eu la chance d'être un élève. Je vais vous parler de monsieur Claude Marcel Prévost. Agrégé de philosophie en 1952, sa carrière universitaire a débuté en 1963 comme assistante de madame Juliette Favès-Boutonnier, où il a découvert les travaux de Pierre Janet et dont il a mis 10 ans à étudier l'œuvre. Alors, en 1973, il obtient son doctorat, la psychophilosophe de Pierre Janet, économie mentale et progrès humain. Il annonçait déjà la couleur. Il a participé avec Juliette Favès-Boutonnier et Pierre Félida à la création de l'UFR, des sciences humaines cliniques à Paris 7, en 1969. Il a enseigné de 1963 à 1995 à l'UFR de sciences humaines cliniques et aussi auprès d'étudiants en médecine, ce qui n'est pas commun. Après cette date qui correspond à sa mise à la retraite, il a enseigné la psychologie dans le cadre de l'Institut catholique de Paris, où je fus avec un grand plaisir et honneur son élève. Il enseigna à l'EPP, l'école des psychologues praticiens, jusqu'en 2000. Alors, pour M. Prévost, la psychologie est en situation d'interface entre les sciences de la nature et de la philosophie, constituer le fondement de toutes les sciences. La psychologie fondamentale tente de relier des systèmes différents, ce qu'il appella l'analyse dialectique. Alors, à développer dans une autre vidéo, si vous le souhaitez, parce que c'est aussi intéressant, l'analyse dialectique. Mais là, ça serait trop long dans cette vidéo-là. Mais à l'occasion, si vous le souhaitez, on pourra revenir dessus parce que c'est très intéressant, parce qu'on l'utilise toujours. Nous voyons le désir de relier les courants psychologiques de façon philosophique ou aborder la psychologie sous un regard de philosophe. C'est ça qui est intéressant. C'est que quelqu'un qui est d'un courant autre au départ, puisqu'il n'est pas psychologue au départ, il est philosophe, va devenir psychologue et avoir un regard sur la psychologie, un regard de philosophe. Et ça, c'est très très bien. C'est toujours bien d'avoir un regard différent sur quelque chose parce que ça nous permet d'être plus neutre. On peut relier ça, par exemple, vous n'aurez jamais un aussi bon politicien que quelqu'un qui n'est pas issu de la politique parce qu'il saura d'où il vient. Ça, c'est bien. Pour la neutralité, je trouve ça très beau. Alors, pour cela, il va dépasser les conflits des différentes doctrines en dialectisant ce qui les oppose, c'est-à-dire donner du lien ou du sens à leur opposition, ce qui va donner lieu à 4 systèmes que je vais vous citer, mais sans développer. Là aussi, on pourra revenir à l'occasion parce que c'est aussi intéressant et c'est bon à savoir pour comprendre une des formes de la psychologie. Donc le premier système, c'est le système corporel, le deuxième, le système émotionnel, troisième, le système discursif. Là aussi, ça mériterait une vidéo entière parce que c'est très, très, très prenant, très intéressant et ça parle énormément. Et le système psychosocial, social, familial, c'est la psychosociologie. Donc vous voyez bien, il mélange un peu toutes les formes de la psychologie, toutes les approches différentes de la psychologie et il essaye de les comprendre. Et ça, c'est très très bien. Alors, nous voyons la conception purement intellectuelle qui va se heurter au pragmatisme, dogmatisme de la pensée scientiste et matérielle de notre société. La recherche de la connaissance scientifique de la psychologie, comme si pour que la psychologie existe et qu'elle soit reconnue, il faut passer par le culte des faits.
C'est-à-dire que la psychologie, au départ, hein, il n'y avait rien de scientiste, hein. D'ailleurs, la psychanalyse elle-même n'est toujours pas reconnue comme une science, hein. Mais lui, il disait il fallait passer outre ça pour prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque discipline et que chaque discipline pouvait être en symbiose avec les autres. Et ça, c'est super fort parce que c'est tellement vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à son propre savoir, il faut aussi savoir s'imprégner du savoir des autres ou des doctrines des autres. C'est l'idée hein, pour les symptômes, les pathologies, etc. C'est tellement vrai. Faire la preuve de l'existence matérielle de la véracité de la psychologie, ce qui enlève toute approche, possibilité de l'existence de la recherche psychologique purement intellectuelle. Ça veut dire que si on s'attarde trop à chercher la psychologie matériellement, eh ben, on va oublier le fondement de la psychologie, c'est-à-dire la pensée. Et je suis tout à fait d'accord. D'où la recherche constante du déterminisme matériel, physique, biologique de la pensée en psychologie. Ça veut dire que la psychologie va s'attarder pour être reconnue comme science qu'à l'aspect matériel, physique, biologique des symptômes, des maladies, etc. C'est exactement ça. Et malheureusement, eh ben, ça va empêcher le psychologue, le psychanalyste ou même le psychiatre hein, de réfléchir intellectuellement à la psychologie. Et donc ça c'est un peu dommage parce qu'on a perdu nos racines. Concevoir le cerveau comme un véhicule de la pensée et admettre sa non-localisation cérébrale n'est pas permis à l'heure actuelle. Alors oui, je sais, hein, je vais à l'encontre de la bien-pensance, hein, à la limite du complotisme scientifique actuellement, c'est-à-dire que la pensée n'est pas matérielle. Pour l'instant, personne n'a réussi à me montrer que l'inconscient, que le conscient sont à tel endroit dans le cerveau et pas ailleurs. Hein. Parce que pour moi, c'est au-delà de ça, il y a autre chose. Voilà. Mais pour l'instant, si on ne pense pas comme moi, on n'est pas, on n'est pas dans le carré, quoi. C'est pas bien. Faire le lien du cerveau et de la pensée, hein, le corps et l'esprit, hein, concevoir l'interaction des deux pour créer la pensée, pour s'exprimer ou argumenter. C'est-à-dire qu'on peut essayer de chercher où est la conscience ou l'inconscient. Hein. Matériellement, ça nous fait passer à côté de tout le reste. C'est-à-dire que si on admet que c'est pas physique, biologique, mais qu'il y a autre chose, bah à ce moment-là, on peut se permettre d'aller dans des formes de la psychologie plus profondes. Plus profonde parce que ça va être intellectuel. Donc si on aborde une chose de façon intellectuelle, on peut proposer énormément de choses. Il n'y a pas de limite. Alors que le scientiste, hein, le dogmatisme, pose des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Telle chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc ça nous empêche de nous poser des questions et de remettre en doute certaines théories ou d'aller au-delà de ce qui est autorisé. Alors qu'en réalité, personnellement, je pense que c'est une bonne démarche parce que ça nous permet d'avancer, de progresser. Peu importe qu'on ait raison ou tort, hein, c'est pas grave. Au moins, on essaie. Or, le dogmatisme scientifique ne nous permet pas d'essayer. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est admis. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Hein, c'est ce qui explique hein, pourquoi ce courant de pensée a disparu, parce qu'il était typiquement intellectuel. Ça, bah, actuellement, vous voyez, hein, il n'y a plus d'intellectuel. Hein. C'est pas permis, c'est pas autorisé. On n'a pas le droit de réfléchir. Hein. Il faut appliquer, démontrer par les faits. Une fois qu'on a démontré par les faits, à ce moment-là, on peut en parler. Mais est-ce qu'il faut se limiter à ça? Personnellement, je pense pas. Voilà. Donc, philosophiquement, la chose, hein, en faisant du lien, relève de la psychologie fondamentale, donc plus possible ou admissible à l'heure d'aujourd'hui, ce qui explique la mort de cette belle discipline hein, que fut la psychologie fondamentale. Car réfléchir intellectuellement sans preuve matérielle ou fait matériel n'est plus admis de nos jours. Et bien ça, moi je trouve ça vraiment dommage. Car penser sans but matérialiste semble plus avoir d'intérêt alors qu'elle permet de remettre en cause ou de remettre en cause des concepts pour mieux comprendre et évoluer intellectuellement, comme si oser n'était plus possible, comme si se tromper n'est plus admissible. Aller au-delà de la pensée établie était dangereux.
Alors, il faut trouver avant de chercher. On en est arrivé là. C'est-à-dire que si j'admets un protocole de pensée, il faut que je prouve déjà que ma pensée est bonne. Or, si je ne me pose pas des questions, je ne pourrais pas déterminer si ma question elle est bonne ou pas. Si je n'ose pas aller dans des chemins où personne va, je ne pourrais pas amener de la nouveauté, une nouvelle façon de penser, de conception, de voir les choses, de concevoir les choses et d'admettre aussi les choses. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va être trop longue et vous savez bien, c'est pas le but. Mais je regrette vraiment la disparition de cette discipline qui reliait psychologie et philosophie. On peut aborder la psychologie de façon philosophique et idem, hein, l'inverse à la réciprocité, là, il y a une corrélation hein, entre les deux, c'est vrai. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu plus ce que c'était que la psychologie fondamentale. Alors c'est un concept qui est complexe hein, parce qu'il est typiquement intellectuel, mais les résultats au bout sont tellement pertinents, intéressants que ça ouvre de nouvelles voies. Après que ces voies soient réelles ou pas, que ces voies soient vraies ou faux, c'est pas grave. L'important c'est d'essayer. Si j'essaye pas, eh ben, j'aurai les regrets de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir été dans les chemins autres. Donc c'est aussi pour ça que j'aime hein, la psychanalyse, c'est qu'elle nous permet de ça. Euh, les psychologues n'ont plus cette liberté. Hein. La psychologie fondamentale, c'est donner la liberté de penser, la liberté de réfléchir, de remettre en doute certains dogmes et d'aller dans des chemins différents. Je trouve ça vraiment dommage. Alors actuellement, évidemment, la psychanalyse n'est pas sur ce chemin-là, et tant mieux, c'est pour ça que je suis psychanalyste et pas psychologue. Mais parce que je veux pas qu'on m'interdise de penser et je peux pas. Je peux pas. Ma liberté de penser est trop important. Alors ça va à l'encontre hein, du courant actuel de ce siècle-là. Alors la psychologie fondamentale est morte au siècle, en fin de siècle dernier, hein, avec Monsieur Prévost malheureusement. Peut-être que dans quelques temps, hein, j'espère qu'on dépoussiérera ce courant de la psychologie, parce que ça fait partie des courants de la psychologie, hein, et qu'on aura l'opportunité de revenir sur ça. Je sais que la philosophie revient en force actuellement, parce que bah, moins on nous empêche de penser, bah, plus on a envie de penser. Hein. C'est humain, c'est normal, et c'est bien, je trouve ça très bien d'oser. Et donc, bah, peut-être que dans l'avenir, on reviendra à cette science qui permettait d'ouvrir énormément de portes intellectuellement. Il n'y avait pas de limite, puisqu'elle elle prenait tous les domaines de la psychologie pour les remettre en doute et pour voir ce qu'il y avait de liens et de non-liens aussi. On peut arriver à des non-liens. Mais c'était extraordinaire. Je me rappelle de ces cours de ce monsieur-là. C'était vraiment... je sais pas, j'ai pas de mots tellement ça a fait, ça a fait partie du fait que je sois psychanalyste aujourd'hui, ça c'est sûr et certain, parce qu'il m'a ouvert l'esprit, parce qu'il avait une présence, il avait du charisme, et il a une approche de la pensée psychologique qui était extraordinaire, sans limite. Et il avait ce don-là de nous transmettre sa passion. Hein, si je suis passionné actuellement, s'il fait partie des personnes qui m'ont marqué et que je n'oublierai pas. La preuve, puisque j'ai voulu lui rendre hommage par cette vidéo-là, parce que c'est le but avant tout de cette vidéo-là, c'est de vous faire comprendre, vous faire appréhender cette discipline-là. Il a écrit des livres, hein, vous avez qu'à vous renseigner sur Internet, vous verrez, je vous encourage à les lire. Même si c'est plus d'actualité, même si on dit qu'aujourd'hui c'est pas bon, pour moi c'est toujours bon parce qu'il y a encore énormément de choses à faire à partir de ces travaux-là. Hein. J'encourage les étudiants universitaires qui veulent faire un mémoire au niveau de la psychologie, sortir un peu tout en restant dans la psychologie, hein, sortir un peu de la mouvance, de s'intéresser aux travaux de Monsieur Prévost parce que c'est super intéressant et que ça montre de nouvelles choses. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Hein. Je pourrais vous en parler pendant des heures, hein, vous avez compris, parce que c'est un courant qui a été très bon pour moi. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a pris et que vous a mieux aidé à comprendre l'approche de la psychologie fondamentale. On pourra en parler pendant des heures. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Hein. Les temps continuent d'être durs et on n'en est qu'au début. Donc ne lâchez rien. Travaillez votre résilience, hein, il va en falloir.
Et je vous dis à bientôt pour la 103e vidéo de Psy à la maison. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais il y a toujours quelque chose à dire, donc il y aura une 103e vidéo. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, avec plaisir.